c'est la première fois que nous faisons une table ronde. En fait, c'est la seconde, mais la première n'a pas été diffusée dans ce. Elle est sur le site, c'était sur un ouvrage collectif à propos de Jean Laplanche. Là, dans cette série de conférences, comme nous sommes toujours dans un atelier de lecture, nous avons choisi Antoine Garapon et Jean Lassègue, Le numérique contre le politique. C'est un ouvrage qui est paru en 2021, dans une période où il n'a pas eu toutes, euh, toutes les critiques et, et, et l'information qu'il méritait. Et donc, il nous a semblé important d'y revenir. Alors, Antoine Garapon est un ancien juge des enfants, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il est professeur affilié à l'école de droit de Sciences Po et l'auteur de nombreux ouvrages en philosophie et en anthropologie du droit. Et Jean Lassègue, philosophe et épistémologue, est directeur de recherche au CNRS, au centre Georges Simmel à l'EHESS, et il est chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice. Tous les deux sont les auteurs au PUF d'un ouvrage précédent, Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique, en 2018. Et l'ouvrage dont nous allons parler est la suite de leur réflexion sur l'impact du numérique sur le droit. Alors, nous avons divisé l'heure d'exposé en 5 parties inégales. La première demi-heure sera consacrée d'abord à une intervention de Jean Lassègue, puis à une intervention d'Antoine Garapon, qui présenteront leur ouvrage et les thèmes qu'ils souhaitent que nous abordions dans la discussion. Ensuite, il y aura une intervention de Hélène Tessier, qui est à la fois psychanalyste et juriste. Elle a exercé la profession d'avocate pendant des décennies, et elle enseigne à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ensuite, Maryvonne Holzem interviendra. Elle est linguiste et elle travaille depuis longtemps sur la question des environnements numériques et notamment les environnements numériques de travail. Et enfin, dans les dernières 10 minutes de cette heure qui vient de commencer, je poserai des questions sur l'intelligence artificielle et la situation actuelle. Et à partir de 19h, 19h10, nous commencerons donc la discussion. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Jean Lassègue, qui interviendra en premier. Bien, merci François. J'espère que vous m'entendez correctement. Si jamais il y avait une difficulté de ce côté-là, puisque ma connexion a l'air un peu instable, dites-le moi, faites-moi signe ou appelez-moi pour ceux qui ont mon numéro et j'essaierai de me rapprocher de la borne. Alors, un quart d'heure, c'est pas facile. C'est pas facile de parler d'un livre en un quart d'heure. Je voudrais finalement essentiellement commenter le titre et le sous-titre. Le livre s'appelle « Le numérique contre le politique, crise de l'espace et reconfiguration des médiations sociales ». Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par numérique et politique? Alors, il semblerait que vous ne me voyez pas en vidéo, mais bon, j'espère que ça va s'arranger. Donc, je reprends donc un peu ces deux termes. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par numérique? Le numérique,
c'est un terme, c'est un peu un mot valise, mais bon, il s'agit d'un recours au calcul qui repose en fait sur l'encodage généralisé de toute réalité au moyen des nombres entiers. Bon, donc ça, je dirais que c'est une définition très générale. Comment s'opère ce codage et de quelle manière il entretient des rapports particuliers avec le calcul, ça c'est des questions épistémologiques tout à fait capitales, mais je ne vais pas les aborder directement ici. Je m'en tiendrai donc à cette idée d'encodage généralisé. Par politique, qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que nous entendons avec Antoine? Essentiellement, la façon dont les institutions prises au sens large, et donc ça peut être à la fois le langage, le droit, ça nous a beaucoup occupés, mais aussi d'autres types d'institutions comme la technologie. Donc comment ces institutions participent à l'élaboration des liens sociaux à l'échelle qui est la leur. Évidemment, ce n'est pas pareil de parler de langage ou de droit. On voit bien que c'est différent. Donc, on dit que finalement, ces deux notions, le numérique contre le politique, ces deux notions semblent au départ très hétérogènes. Bon, il y a une forme technologique d'une part, le numérique, des formes politiques appelées à organiser la vie collective d'autre part, et on les met en rapport dans le titre de notre livre. Et donc, finalement, on essaie de poser en particulier les philosophes, et je pense en particulier à Pierre Musso. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Pierre Musso répond de façon tout à fait catégorique et il dit la technologie numérique est incapable d'instituer. Et donc, il y a une entreprise idéologique massive aujourd'hui qui consiste à tenter de faire croire qu'elle le peut. Bon. Et en effet, d'un certain point de vue, le numérique est bien une technique qui vise l'action efficace et elle est donc muette. Donc, le numérique ne relèverait pas de la sémiose, mais de la causalité, et donc ne peut pas s'auto-instituer comme communauté dans un sens partagé. En gros, je dirais, la technique numérique fait semblant très bien de parler, il n'y a qu'à voir ChatGPT, mais en fait, elle fait très bien semblant, mais rien de plus. Pourtant, moi, la remarque qu'on fait avec Antoine, c'est de faire remarquer qu'au fil des siècles, on a bien outillé la langue, en particulier dans l'écriture, et ce, depuis des millénaires. Donc, il y a un rapport autrement plus complexe entre la technique numérique et l'institution des formes politiques que ce que l'on pourrait croire au départ. Donc, on fait ce constat moins catégorique que Pierre Musso. Et ce que l'on remarque, c'est qu'il y a bien dans l'apparition du numérique une façon de bousculer toute la cohésion des grandes directions sociales, puisque le numérique redistribue les sources de la légalité, donc le droit, on s'était déjà interrogé avec Antoine sur ce sujet, du pouvoir politique, de l'économie, puisque la valeur est constituée aujourd'hui autrement, et aussi de la connaissance et de la socialité. Donc, non seulement, je dirais, le numérique bouscule les médiations traditionnelles, l'État, le droit, le marché, les modes de connaissance, les lieux de socialisation, mais il les met en crise, à proprement parler, puisque en fait, il tente de les contourner au moyen de nouvelles médiations qui sont essentiellement de nature technologique. Donc les exemples de ce point de vue-là abondent, hein, puisque vous louez une voiture sans même connaître son propriétaire et sans le rencontrer. Vous avez des monnaies alternatives qui ne reconnaissent pas les banques centrales. Donc, en fait, le numérique, comme le faisait remarquer très justement Antoine à plusieurs reprises, produit une société de l'évitement généralisé qui est finalement élevée au rang de valeur sociale. Donc, le fond du problème, c'est bien le statut des médiations que le numérique remet en question, comme si finalement la seule médiation licite était devenue la médiation technologique de l'écriture. Donc, pourquoi une telle transformation et comment a-t-elle été possible? Alors là,
Avec Antoine, on s'est vraiment dit qu'on aurait pu donner toutes sortes d'exemples, hein, mais se perdre aussi dans des réponses particulières parce qu'on pourrait décrire indéfiniment ce que fait le numérique aux institutions sociales. Mais alors, on perdrait la vue d'ensemble et donc il fallait trouver un fil directeur qui permettait de concevoir le phénomène comme, effectivement, comme un phénomène unique. Alors, la source de la mutation numérique me semble avoir été désormais très clairement identifiée, en fait, entre 2007 et 2012, essentiellement par Clarisse Ehrenschmidt dans son livre sur les trois écritures, par Giuseppe Longo dans une série d'articles, et ensuite par le travail que nous trois, nous avons fait ensemble, puisque finalement, on a abouti à cette idée que la mutation numérique provenait de l'usage généralisé des langages informatiques et de l'usage très nouveau qu'on y fait de l'écriture, et en particulier de l'écriture alphabétique de la tradition occidentale. Donc la mutation numérique actuelle, c'est une mutation essentiellement sémiotique qui a un rapport à l'écriture. Alors ça permet effectivement d'avoir une vue d'ensemble sur le problème quand on l'envisage de ce point de vue. Donc, trois remarques très rapides à ce sujet. Première remarque, calcul et écriture vont ensemble. Ça, c'est quelque chose que Turing avait déjà vu dans son article de 50, hein, quand il disait que mécanisme et écriture, et par mécanisme, il faut entendre calcul, mécanisme et écriture sont pour moi presque synonymes. Bon, donc finalement, ce que je retiens de ça, c'est de dire que le rapport entre mécanisme et écriture, c'est que le calcul est essentiellement des règles de réécriture. Hein, le calcul a un rapport très abstrait aux signes dans leur concaténation et pas dans leur fonction signifiante. Et cette concaténation des caractères d'écriture, c'est ça que les mathématiciens appellent calcul, premièrement. Donc, deuxièmement, le numérique a affaire aux signes et plus exactement aux caractères écrits. Donc, je fais remarquer à ce sujet que, de ce point de vue-là, le numérique enjambe la distinction entre sciences des institutions sociales et sciences des constitutions objectives. Les informaticiens se croient des mathématiciens, mais en fait, je dirais volontiers que ce sont aussi des social scientists, bien qu'ils ne le savent pas. Bon. Troisième remarque, c'est que ce type d'écriture modifie profondément le rapport au langage, et de ce fait, il modifie toutes les activités humaines. Donc, c'est pour ça qu'il est possible d'étudier le numérique d'un point de vue général, c'est que c'est un effet d'écriture, et cette écriture, en tant que jusqu'à présent, elle enregistrait quelque chose de la parole, elle est absolument liée aux institutions humaines en général. Ça, c'était pour le titre du livre. Hein. Alors maintenant, si j'en viens au sous-titre, crise de l'espace et reconfiguration des médiations sociales. Donc, ce sous-titre, finalement, c'était, Antoine ne me contredira pas, je crois, c'était comme les éléments de réponse qu'on essayait de fournir à la question de la crise. Hein. Donc, la technologie peut-elle, à elle seule, organiser la vie collective ou non? Et si ce n'est pas le cas, donc, jusqu'où peut-elle le faire? Et là encore, on essaie de donner trois éléments de réponse. Premièrement, d'un point de vue historique, on dit que l'origine de la crise se situe dans une crise de l'espace. Bon, donc il y a une hétérogénéité constitutive entre l'espace sémiotisé dans lequel nous évoluons et le non-espace de l'écriture informatique. Ce non-espace de l'écriture informatique me paraît très important parce qu'il y a plein d'expressions aujourd'hui, cyberespace ou métavers, qui laissent croire que le numérique est encore spatialisé. Or, ça n'est qu'une ligne d'écriture, hein. Ça n'est rien d'autre que ça. Donc, justement, le grand problème, c'est qu'on doit articuler quelque chose qui est hors espace de l'écriture avec quelque chose qui est dans l'espace, à savoir l'interlocution humaine des corps parlants que nous sommes.
Alors, je vais faire deux remarques à ce sujet. Première remarque qui est épistémologique à la suite de René Thom, mais aussi des grammaires cognitives, hein, c'est que le sens et la géométrie vont de pair. Bon, le sens est très intimement lié au mouvement dans l'espace, et si nous sommes des corps parlants, c'est précisément parce que le mouvement et son anticipation sont intimement liés à la question du sens dans la perception. Ça, c'était une remarque épistémologique. Je ne vais pas plus loin. Il faudrait évidemment s'y appesantir. Ma deuxième remarque est historique. Et je fais remarquer que c'est pour sortir des crises des géométries, hein, de leur multiplicité au XIXe siècle, que Hilbert a axiomatisé la géométrie en 1899, puis l'a réduit à des manipulations réglées de signes. Et c'est cette manipulation réglée de signes dont il cherchait la cohérence interne dans un usage absolument formaliste et calculatoire des signes. Et c'est ça qui va donner naissance à l'informatique. Donc en fait, il y a toute une généalogie épistémologique à faire de la question de l'espace, puisque c'est en quittant l'espace de la géométrie pour finalement dire que la légalité mathématique se trouve essentiellement du point de vue arithmétique et du point de vue du calcul, que s'est produit la crise que nous sommes en train de vivre. Je ne m'étends pas sur ces deux remarques. J'en viens maintenant à la mutation numérique elle-même. Je fais remarquer qu'elle a finalement deux phases. Une première phase qu'on connaît bien, qui est l'usage formaliste et déterministe dont je viens de parler. Et puis, il y a une deuxième phase qui nous concerne plus directement, qui vient d'un usage formaliste, mais d'un usage surtout statistique, hein, et qui est lié alors à l'usage des données massives. Et évidemment, c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans le cas des médiations sociales, comme le dit le sous-titre. Alors, l'informatique en réseau, telle qu'elle apparaît, telle que nous la vivons aujourd'hui, a ceci de particulier de se présenter à l'utilisateur sous la forme de signes qui sont liés à la parole. Vous entendez une radio numérisée, vous écrivez des textes, vous en lisez, ça va avoir un sens, mais il faut bien voir que derrière, il s'agit seulement d'une exploitation de traces absolument muettes. Prenons par exemple l'exemple du cookie. Vous ne savez pas que vous laissez des traces sur Internet qui seront exploitées à votre insu. Il y a donc toute une partie cachée et secrète qui permet effectivement d'exercer un certain contrôle sur les individus, puisqu'il est possible de les cibler, d'analyser des tendances générales, par exemple des préférences ou des goûts esthétiques, et d'influencer des comportements via des systèmes de recommandation. Donc la valeur aujourd'hui d'un point de vue économique est produite à l'insu des consommateurs, mais de la même manière que finalement les décisions politiques sont produites presque à l'insu des électeurs. Donc ce sont toutes ces médiations sociales qui se trouvent affectées. Et évidemment, c'est presque une caricature dans le cas des réseaux sociaux. Alors, quelles conséquences ça a sur la politique? Et je voudrais m'en tenir à ça. Le livre est plus large puisqu'on parle à la fois de justice, mais de réseaux sociaux, d'économie des plateformes. Je m'en tiendrai simplement à la politique. En prenant une remarque d'une chercheuse allemande qui s'appelle Aleida Assmann, qui a écrit en 2020 un livre qui s'appelle « La réinvention de la nation », dans lequel elle cite les propos d'un autre philosophe politique allemand qui s'appelle Alexander Thiele et qui a écrit en 2019 un livre qui s'appelle « Le Léviathan vorace ». Et voilà ce qu'elle dit à propos de Thiele. Du point de vue de la théorie du droit constitutionnel, Alexander Thiele recommande une dénationalisation du monde des États au XXIe siècle. Sa proposition est la suivante. De même que les Lumières ont privatisé le lien avec la religion, de même, le lien avec la nation doit être privatisé dans une nouvelle étape de la modernisation. Donc la modernisation, finalement, ici, est définie comme sécularisation progressive de tout ce qui contient encore une part de sacré.
Donc, Thiele soutient que ce mouvement de sécularisation qu'il associe aux Lumières doit s'étendre jusqu'à l'idée de nation, qui bénéficie encore d'une aura sacrée d'origine religieuse. Et dans ce mouvement, le numérique joue évidemment un rôle capital. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de contourner le caractère sacré des institutions nationales, qui sont liées à une souveraineté, donc, et au contraire d'essayer de promouvoir des médiations qui seraient intégralement sécularisées et qui seraient évidemment de type technologique. Donc on arriverait à remplacer la médiation symbolique du national politique traditionnel par une nouvelle forme de médiation qui serait essentiellement d'ordre technologique, plus précisément numérique. Alors, idéalement, mais idéalement seulement, et j'insiste, on présente cette médiation qui serait seule dorénavant légitime comme de nature algorithmique. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je ne vais pas beaucoup m'appesantir dessus, mais ce que nous avons essayé de dire avec Antoine, c'est que contrairement à ce que l'on entend, à savoir que finalement les États ne rendent plus compte des rapports sociaux, qui n'en ont plus la force, et que c'est au privé et à la technologie de prendre le relais. Au contraire, contrairement à ce qui est proclamé haut et fort, ce n'est pas du tout ça que vise le numérique aujourd'hui, mais plutôt à dévitaliser les États. Oui. Pas à les faire disparaître, mais à les dévitaliser. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il s'agit de les conserver dans une certaine forme, mais pas du tout de les faire disparaître. Et la forme que doit conserver l'État à ce moment-là, c'est essentiellement de faire respecter des lois qui favorisent cet avancement technologique. Donc ça me paraît être tout à fait important, parce que finalement, ce que dit-il, c'est qu'on passerait d'une époque à une autre, et qu'on pourrait laisser derrière nous l'État-nation, alors que ce que l'on voit concrètement, ce n'est pas exactement ça. Hein. C'est plutôt que l'on conserve de l'État-nation ce qui est susceptible de renforcer l'aspect numérique des relations sociales. Donc ça me paraît être un point tout à fait important aujourd'hui, parce que je ne crois pas du tout à la disparition de l'État, hein, bien au contraire. Je crois que la solution passe au contraire par l'idée qu'il faut réinstaurer des formes régaliennes, et donc en particulier des souverainetés, puisque finalement, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que le numérique est lié à un monde néolibéral dans lequel on demande essentiellement aux États, comme le fait remarquer Katharina Pistor, on demande essentiellement aux États d'appliquer des lois qui ne sont souvent pas les siennes. C'est-à-dire que, il faudrait appliquer en France le droit américain ou ce genre de choses. Ce qui veut dire que finalement, l'État est simplement limité dans ses fonctions à un rôle de police. Et c'est évidemment contraire à ce qui fait la souveraineté des États. Donc, je voulais juste donner un exemple, hein, qui est plus de nature politique. Hein. J'aurais pu en donner d'autres. Par exemple, on a travaillé un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes et la nouvelle forme de marché que ça implique. Mais voilà, je voulais juste donner un exemple pour qu'on puisse ensuite en discuter. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps et je laisse la parole à Antoine. Alors, c'est donc à moi, j'enchaîne directement parce que je voudrais… alors, attendez, je mets le chronomètre pour être sûr de ne pas dépasser mon temps de parole. Alors, moi, je voudrais illustrer notre démarche et illustrer ce que vient de dire Jean à partir d'un exemple, et un exemple paradoxal, comme vous allez le voir, qui est un exemple paradoxal parce qu'on se plaint que le numérique permet ce qu'on appelle une weaponization, c'est-à-dire qui transforme tout en arme, en rapport de force. Et je voudrais montrer un usage vertueux qui est en train de se passer du numérique, qui est en train de se passer devant nous parce qu'on assiste à un tournant majeur dans la guerre d'Ukraine, en fait, qui avait déjà commencé en Syrie,
qui est l'usage qui est fait des images, et plus que des images, de toutes les traces numériques que l'on peut capter du théâtre des opérations. Alors, les traces numériques, ça va depuis ce qui est filmé par des smartphones des Ukrainiens. Vous savez que le coup de génie immédiat de la guerre, c'est que Zelensky et l'état-major demandent à tous les Ukrainiens de renseigner sur tout ce qui se voit et dans les zones occupées ou les zones libérées. Et donc, ils ont 45 millions quasiment d'agents qui les renseignent en temps réel. Et alors, je voudrais parler d'un usage particulier qui est celui c'est un néologisme que je forge sur l'evidentialization, c'est-à-dire la possibilité de transformer tout signe, toute information en preuve. En preuve, pour un immense procès, on va le voir. Ce matin encore, vous avez dans l'accrochage de Belgorod, immédiatement on a dit « Ah oui, mais on a repéré qu'il y avait une immatriculation d'un char qui veut dire que ça, c'est l'armée ukrainienne, etc. » Et immédiatement, on a fait parler les signes. Alors, donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a des tas de sites qui sont des sites militaires, des sites stratégiques, des sites politiques, des sites universitaires, des sites des militants des droits de l'homme, des sites du tribunal. Il y en a des centaines et des centaines qui produisent, qui interprètent, qui mettent en forme des tas de signes sur le terrain de la guerre d'Ukraine. Le plus parlant et le plus extraordinaire que vous pouvez regarder d'ailleurs chez vous si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le reportage de Visual Investigation Team du New York Times qui a reconstitué à partir de toutes ces données et qui donne à voir, c'est de la data visualization, qui donne à voir les exactions commises par l'armée russe à Boutcha dans la Jablonska, la rue Jablonska, et ça dure 30 minutes et c'est quelque chose de très surprenant parce que ça reconstitue en fait tous les crimes qui sont mis. Vous voyez un soldat russe dégommer un cycliste et puis se précipiter sur lui pour piquer son smartphone et appeler la famille. Et donc ensuite, on va pouvoir récupérer des tas de choses. Bon. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on croise les données aérosatellitaires qui sont disponibles dans des sites accessibles aux militants des droits de l'homme, les traces numériques que laisse l'armée, les reportages qui sont faits par des gens de Boutcha qui filment, on a un recoupement absolument inimaginable, vertigineux, massif, infini des données qui vont permettre d'apporter des preuves aux procureurs, aux différents procureurs, on ne sait pas à qui exactement d'ailleurs, je vais revenir sur ce point-là, et qui procèdent de la capacité d'utiliser, d'exploiter les images et les signes numériques, les traces numériques, et de les faire et procéder par recoupement. Et ce recoupement fait par des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent essentiellement d'ailleurs du monde occidental, mais pas que. Les gens qui ont fait l'enquête pour le New York Times venaient de tous les coins du monde. Eh bien, ça veut dire, ça permet de documenter de manière très fidèle, très nouvelle, très indépendante, des crimes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces images, alors ça s'appelle en anglais, on dit participatory mapping, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de cet immense complexe d'images une carte ou la trace d'un événement, territoire d'image, dit Cécile Boex. Alors, ça veut dire que, et ça c'est typique du numérique, les mêmes images imputent, voilà, c'est tel colonel de l'armée rouge, de l'armée russe, on a immédiatement son matricule, son nom, ses états de service, etc. On impute, elles accusent, elles prouvent,
et elle condamne en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un écrasement du temps, ça c'est typique du numérique, c'est la même chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ces images en termes de justice font tout par des gens qui sont des militants, des professionnels, des journalistes, des militaires, des anciens militaires, des agents de renseignement. Il n'y a pas de, tout procède par le donner à voir. Et on n'est pas dans la construction d'un récit comme au tribunal. Il n'y a pas de rhétorique au sens premier du terme, c'est-à-dire l'art de discuter les preuves et de les rendre signifiantes. Là, le sens est donné ipso facto, ipso visio, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire immédiatement par ce qui est donné à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un phénomène qui est très intéressant, c'est qu'une partie de ces images viennent des Russes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a capté les conversations de l'état-major, les conversations en temps réel des troupes russes qui communiquent, et ça a pu être capté, et c'est affaire, et c'est mis en sens, c'est mis à la fois en scène, c'est mis en sens, et c'est mis en preuve et notamment, alors j'insiste sur ce point parce que je terminerai là-dessus, c'est un peu le phénomène des Césars. Hein. Le César, c'était un policier qui était chargé de filmer, de photographier tous les corps suppliciés avant qu'ils soient enterrés par le régime syrien. Il a donné plus de 15 000 clichés à l'Ouest, qui sont toujours exploités d'ailleurs par les juges des différents pays, par les services. Alors, ça veut dire qu'on est dans une nouvelle forme de vérité, dirait Foucault, tout à fait nouvelle, qui sidère complètement la procédure, mais qui est extrêmement pertinente, extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'à partir de morceaux dus aux capacités de combinaison des signes entre la voix et les listings d'avions, les images, on peut faire dire des tas de choses. C'est comme ça qu'une ONG, Bellingcat, a identifié et prouvé, vous pouvez le voir comme moi sur son site, l'identité des 2 tueurs de Boris Nemtsov, uniquement par les listings des vols et des chemins de fer russes. Alors, ça veut dire que si on continue, ce qui est intéressant, c'est que on a une utilisation pour la justice de toutes ces traces qui peuvent se retourner contre chacun. C'est-à-dire que l'addiction au smartphone, dit un historien, Christian Delage, contient la promesse permanente d'une archive. Je vais proposer une archive à partir de tout ce que je filme. Et donc, ça veut dire que cette disponibilité fondamentale du signe numérique, du fait de sa déspatialisation, sa manière de lui faire produire du sens par ce phénomène d'ailleurs tout à fait nouveau et sur lequel il faudrait beaucoup s'interroger, du recoupement, du croisement. Toutes les données sont croisées, recoupées, elles sont liées à quelque chose qui se passe dans l'espace, hein, qui est la guerre et les crimes qui sont commis. Mais ça veut dire que finalement, cela redouble l'indétermination du signe numérique. C'est-à-dire, toutes les traces que je laisse peuvent être réutilisées, ça on le sait depuis très longtemps, peut être aussi transformée en pièce à charge contre moi. Et finalement, d'une manière, et cette possibilité, avec les nouvelles données qui sont visibles dans la guerre en Ukraine, ces nouvelles données sont exploitables à l'infini, c'est-à-dire qu'on est en présence pour la Syrie, on a plusieurs millions de vidéos. On a comment dirais-je, des
preuve des traces numériques qui sont quasi inexploitables en dehors de quelques rares entreprises qui sont les GAFAM essentiellement. Elles sont permanentes, durables, éternelles, tant qu'on aura de quoi les faire parler. C'est tellement vrai que l'ONU a constitué une sorte d'archive de ces crimes qu'elle met à disposition pour des poursuites éventuelles. Alors, ça veut dire aussi que si on se tourne maintenant du côté des utilisateurs que nous sommes, que je suis personnellement, que je regarde très souvent ces sites, ça m'intéresse beaucoup, ça veut dire qu'il y a une sorte de crowd evidencing. La preuve naît de cette mise en commun des images, qui fait et qui va contribuer à les faire parler, et à les faire parler d'une manière qui, non pas procéduralement, parce qu'il n'y a pas de procédure, on est complètement ailleurs, mais qui, de manière à la fois technique, sémiotique, et qui vise à l'exactitude, à la vérité ou à la véracité, alors même que nous tous qui nous pouvons regarder, alimenter, produire ces images, aucun d'entre nous n'a été sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait comment dirais-je, paradoxal. Aucun de ceux qui vont être ces témoins n'a été sur le terrain, qu'ils ont construit eux-mêmes la preuve. Et en même temps, on ne juge que par le regard. Le regard prend une place absolument énorme dans l'administration de la preuve, dans la vérité. Ça veut dire que ça change complètement le rôle de la défense qui va devenir beaucoup plus une défense à partir des images, donc beaucoup plus de critique technique, de défense sémiotique, et qui demande une sophistication. C'est absolument extraordinaire en termes de preuves. Ce qui est montré aujourd'hui sur la guerre d'Ukraine, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut négliger. Puis en plus, c'est fait pour la justice. Ça veut dire que chacun, de la même manière que ces photos, ces images font tout en même temps, sans qu'il y ait ce séquençage soigneusement protégé par la procédure, ça veut dire aussi que nous sommes tous transformés en quoi ? En des témoins visuels, des témoins oculaires de ce qui se passe, des témoins oculaires, des constructeurs de ces preuves, des policiers, des digital witness, comme on dit, et possiblement aussi des gens qui vont statuer sur la culpabilité, ou du moins qui vont répondre une opinion sur la culpabilité des uns ou des autres. Et alors, je voudrais terminer par le point qu'a mentionné Jean et qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il nous semble être le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est qu'on voit comment cet usage vertueux du numérique, par des procédures de recoupement, par ce crowd judging, je ne sais pas comment dire, eh bien, il concurrence les institutions, il masque le rapport de force, alors que la procédure est chargée de contenir le rapport de force. Il rend en quelque sorte vain le procès. Qu'est-ce qu'on va penser du procès qui va intervenir dans 4 ans ou 5 ans sur la rue Jablonska de Boutcha, alors qu'on sait déjà tout? Pourquoi dépenser de l'argent pour dire ce qu'on sait déjà? Donc, on voit à quel point, dans cet exemple positif, encore une fois, hein, qui parle de justice, c'est ça qui m'intéresse, on voit à quel point cela bouleverse les règles fondamentales de la justice. Il est 14 minutes et 58 secondes, je m'arrête. Je remercie François et Marie-Vonne de m'avoir invité à participer à la table ronde, mais je remercie surtout les auteurs pour leurs exposés, mais aussi pour leurs livres qui suscitent plusieurs réflexions. Alors, mes commentaires de ce matin sont plutôt des questions que je voudrais poser aux auteurs, et elles portent sur 4 points. Le premier, c'est sur la légalité du calcul. Le deuxième, sur la dématérialisation. Le troisième, sur les rapports espace-temps.
Et finalement, je voudrais à mon tour insister sur une forme de paradoxe que recouvre le terme de numérique. Sur la légalité du calcul, mais vous avez présenté dans votre livre le fait que le numérique est un réel bouleversement des opérateurs de spatialité et qui transforme complètement le rapport à l'espace. L'espace ou la spatialité que vous nommez comme étant le garant des normativités. Que cette normativité de la spatialité serait, sinon peut-être pas remplacée, mais en tout cas en tension avec une autre forme de légalité qui est la légalité du calcul, dont Jean Lassègue nous a parlé aussi ce matin dans son exposé. Il s'agit d'une légalité de signes qui sont hors espace et qui sont disposés selon diverses combinatoires hors contexte. Et la réflexion qui nous vient, c'est combien cette légalité du calcul pourrait, ou en tout cas à moi, me semble inconciliable avec une pensée de la transformation. Et j'oserais même dire de l'émancipation. Et ça nous rappelle la cybernétique comme science du contrôle et de la communication. Pour qui, la cybernétique, reprenant les lois de la thermodynamique, l'entropie était le danger social par excellence, le bouleversement était à éviter le plus possible. Donc, je me demande si la légalité numérique n'est pas essentiellement conservatrice. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle cherche à conserver? Bon. Mon autre point, porte sur la dématérialisation. Je sais, vous insistez plus dans votre livre sur la question de la déspatialisation, et même, je pense que vous en avez parlé, pas par opposition, mais par complément à la déterritorialisation. Mais il y a aussi l'aspect dont Jean Lassègue a parlé aussi ce matin de dématérialisation, qui, on peut se demander si elle est la conséquence ou la cause de la déspatialisation. Mais toujours est-il que ces signes hors espace ou hors contexte n'auraient pas de matérialité. Je ne suis pas sûre de ça parce que dans les exemples que vient de donner Antoine Garapon, il y a une référence externe, une forme de matérialité externe, mais le signe par lui-même est dématérialisé. Et est-ce que, et ceci rentre en contradiction avec ce que disait Antoine Garapon, mais est-ce qu'on n'assiste pas alors à un certain mépris pour une forme de pragmatisme de l'histoire, à une référence à des pratiques sociales qui, elles, s'incarnent dans une matérialité? Cette absence de matérialité ou matérialité occultée, est-ce qu'elle pourrait aussi élever un obstacle majeur à la création d'une forme d'unité, d'une espèce d'unité synthétique dans la personne, qui, elle, est à la source de tout projet? Et ça correspond à ma préoccupation sur la question de la transformation. Sans projet, est-ce qu'il existe une transformation possible? La transformation nécessite une transformation matérielle qui s'inscrit dans une spatialité. Et sur ce point, très brièvement, je voudrais faire référence à l'œuvre de Jean Laplanche, pour qui le message, il a fait du message le centre de sa métapsychologie. Et dans ce message, pour lui, est toujours le message, c'est ce qui fait signe, selon Laplanche, mais qui s'incarne toujours dans une matérialité. Et cette matérialité fait en sorte que le message est irréductible à la subjectivité de celui qui le reçoit. Donc, est-ce que la dématérialisation ne comporte pas les outils d'une attaque en règle pour les formes d'objectivation? C'était ma question. Et à ce moment-là, elle deviendrait tout à fait propice à l'univers des pseudo-réalités, le fake news, etc. Je passe à mon troisième point. Moi aussi, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. On m'a dit 10 minutes, alors j'essaie de rester dans les temps. Le troisième point est une interrogation sur l'insistance qui est mise dans le livre sur la déspatialisation, à bon droit, à mon avis. Mais peut-être qu'on pourrait s'intéresser à la dialectique rapport espace-temps. Par exemple, le numérique est aussi un grand bouleversement dans les opérateurs de temporalité. Et notamment dans la conception de la forme symbolique du temps.
Et je pense que dans votre livre, vous en parlez sous la forme du prolepsie, en fait, de cette figure rhétorique qui fait du futur une forme de l'actuel. Mais aussi cette compression de la temporalité, elle va de pair avec des difficultés de concevoir la transformation. Et je pense ici, j'ai pensé en vous écoutant puis en lisant aussi le livre à la phrase de Baudelaire sur l'esthétique, sur la beauté. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et il me semble qu'il y a dans ce conservatisme peut-être du numérique quelque chose qui rend le mouvement difficile à concevoir. Pourtant, comme vous le faites ressortir dans votre livre, la question de la temporalité est présente aussi dans les flux et dans le continu, dans dans les nouveaux opérateurs de spatialité que recouvre le numérique. Et sur cette question des rapports espace-temps, je voudrais faire référence aussi aux travaux de François Rastier sur les fake news, sur la post-vérité, où il parle du fait que le vrai et le faux se meuvent dans des temporalités tout à fait différentes et que la vérité suppose un recul. Et l'exposé que vient de faire Antoine Garapon suscite aussi des questions à ce sujet-là. Est-ce que cette immédiateté de l'image est de nature à favoriser une réflexion sur la vérité? Enfin, pour terminer, c'est une question qui soulève aussi un paradoxe qui est vécu, si j'ose dire, parce qu'on est en ce moment dans une téléconférence où on a la chance. Les compressions espace-temps, en tout cas, me rendent énormément service à moi qui suis à Montréal. C'est le midi pour vous, pour plusieurs d'entre vous, c'est le soir, ou peut-être d'autres moments de la journée. Et ça m'amène à soulever une question de titre sur l'expression « le numérique », que Jean Lassègue a très bien défini, mais je me demande si quand on l'utilise de façon aussi large, ça recouvre à la fois toute la question des algorithmes, des recoupements, mais aussi des usages vertueux. Là. Ça, Antoine Garapon en a parlé, mais qui sont des... Est-ce qu'il y a encore une possibilité, autrement dit, d'utiliser de façon vertueuse, pour reprendre l'expression d'Antoine Garapon, ces possibilités technologiques qui ne sont pas seulement, oui, bouleversent peut-être les formes symboliques, mais j'aurais tendance à penser qu'on aurait intérêt à les utiliser plus au service d'autre chose que comme des fins en soi, ce qui est peut-être assez évident. Alors voilà, je vous remercie. C'est terminé pour mon intervention. Bien, bonjour à tous. Je vais également essayer de tenir dans les 10 minutes avec toutes les questions qui viennent d'être posées. J'avais presque envie qu'on commence à débattre maintenant, mais j'ai prévu une petite intervention courte autour du livre que j'ai trouvé passionnant sur le numérique contre le politique. Et je m'inscris dans la suite de l'ouvrage que les auteurs ont précédemment rédigé sur la justice digitale, puisque nous avions fait avec mon collègue Jacques Labiche la recension de cet ouvrage qui était particulièrement bienvenu puisqu'il s'intéressait aux transformations profondes des médiations par lesquelles les humains construisent leur signification, tout comme ils se construisent à travers elles. Alors, le deuxième livre, j'ai l'impression, enfin les auteurs sont là pour nous répondre, qu'ils vont plus loin dans la logique inclusive et dans la détection spéculative, anticipative de la justice prédictive, en s'intéressant aux vecteurs de spatialisation prénumérique. Et spatialité comprise, alors, moi ça m'a beaucoup intéressée, je n'avais pas vu les choses comme ça, l'espace, la spatialité. Je n'avais pas lu Georges Simmel, et bien, ça m'a invité à le lire, sur l'expérience vécue comme représentation collective, constitutive du sens, et donc à l'échelle globale comme possibilité, comme à l'échelle locale, de penser un monde commun. Voilà. Ce livre, donc, invitant à repenser les conditions spatiales de l'humanité
à laquelle elle ne peut pas échapper sans perte du sens commun, j'aborderai 2 points. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est pas concerté avant cette table ronde entre Hélène, François, moi, sur ce que nous allions dire, et je m'aperçois que nous allons poser des questions fort différentes et aborder des points différents. Eh bien, je m'en réjouis. Donc, j'aborderai, moi, 2 points dans le temps qui m'est imparti, la question de l'asymétrie et la question du cosmopolitisme. Alors, la question de l'asymétrie, pourquoi ? Parce que cette asymétrie est sciemment entretenue et cachée, comme il est rappelé dans le livre, et que l'illusion d'un lieu déspatialisé, le cyberespace, contribue à distinguer radicalement les utilisateurs des concepteurs. Écosystème numérique qui, je m'intéresserai là à l'économie du numérique, on reviendra sur le mot le numérique, qu'est-ce qu'on met derrière dans le débat si vous voulez, l'économie numérique qui tire sa plus-value justement de cette asymétrie, le monde des data, du data mining étant celui de l'observation systématique, donc de l'aspiration des données et par là même des comportements. Mais les algorithmes qui se substituent à l'espace en le fonctionnalisant en paquet d'interactions vont au-delà de l'économie néolibérale de l'offre et de la demande. Ils vont au-delà parce que ce n'est pas la seule technologie, il y a d'autres technologies d'accompagnement de cette transformation numérique, et je pense notamment aux néotechnologies cognitives qui viennent leur prêter main forte. Et je pose la question d'un paradoxe, comme vient de le faire Hélène, celle de prôner à la fois l'autonomie individualiste telle que le prône le numérique, le self-man, et la théorie des nudges. L'autonomie individualiste à l'aune des métriques non plus stables, partagées, mais de métriques hypermobiles, de mise en relation, de compétitivité avec les autres, autonomie individualiste pour devenir entrepreneur de soi-même et de son capital santé, par exemple, c'est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, et cet entrepreneur de soi-même et de son capital santé permet d'éluder les questions des causes environnementales des pathologies. Donc c'est un sérieux problème, ce comportement individualiste. Et en même temps, on attribue le prix Nobel d'économie en 2017 à Richard Thaler, qui est théoricien de la finance comportementale, tout est dit, pour sa théorie des nudges, afin d'orienter les comportements, et là de façon à un stade préconscient. Alors on pourra revenir sur les nudges et sur les exemples de nudges, si vous voulez, dans le cœur du débat. Mais en tout cas, la préservation coûte que coûte de ces relations asymétriques se traduit par exemple par des langages innovants. Les langages innovants sont tués dans l'œuf par les géants de l'Internet, notamment. Google ne veut pas voir de concurrence se développer. Les règles inaccessibles qui sont en changement constant. Autrement dit, nous perdons avec le monde l'entour et nos chemins familiers que nous construisons et qui nous construisent par la même occasion. Et cette fluidité du monde numérique place l'observateur en position d'infériorité permanente. Alors c'est vrai que cette question est particulièrement utile, intéressante. La place des utilisateurs, c'est une question qui, avec mes collègues informaticiens avec lesquels je travaille, nous a fait couler beaucoup d'encre sur quelle place réserver aux utilisateurs dans les environnements numériques de travail. Et là, ça me rappelle un article qui a été récent, j'ai perdu sa date, mais je n'ai pas perdu son titre, qui s'intitulait « Qu'est-ce qui échappe à l'IA quand Abel tue Caïn ? Étude de cas dans le domaine de la traduction ». Et les auteurs se présentaient en informaticiens consciencieux, c'était tout à fait remarquable. Et ces auteurs, c'était Aurélien Bénel et Philippe Lacour. Alors Aurélien Bénel et Philippe Lacour sont souvent avec nous au moment de ces séminaires, et ils invitaient à questionner nos outils pour en identifier les failles. Mais pour mener à bien cette tâche, il remarquait qu'il se heurtait à une double opacité, celle de la constitution des données d'apprentissage, du jeu d'apprentissage, et celle des méthodologies utilisées. En effet, les réseaux de neurones, qui sont des systèmes ordonnés, étant incompatibles avec tout effort de rétro-ingénierie visant à déterminer comment une traduction a été produite. Et aujourd'hui, on serait en mesure de se poser cette même question à partir de ChatGPT de façon encore plus cruciale. Et donc, parce que les rapports aux objets techniques s'apprécient
par leur capacité à servir et non à conduire, c'est à cet homme qu'il faut politiser les questions technologiques, puisque nous sommes devenus vitalement dépendants d'un système dont on sait pertinemment qu'il sape nos conditions de vie sur cette planète. Je ne vais pas dramatiser outre mesure, mais je vais maintenant parler du cosmopolitisme bien compris, qui est une formule que reprend François dans ses écrits, et je vais donc parler de reconstruction. Le cosmopolitisme, c'est-à-dire ce monde commun, incarne chez Kant le point d'un humanisme culturel. Alors, je ne suis pas spécialiste de Kant, je pourrais vous citer mes sources. Bon, j'ai un peu lu, mais j'ai surtout lu assez récemment un chapitre d'un ouvrage écrit par Monique Castillo qui s'intitule « Pluralisme culturel et cosmopolitisme kantien ». Et l'humanisme culturel de Kant regarde l'espèce humaine comme un ensemble de relations. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, parce que dans votre ouvrage sur le politique contre le numérique, vous parlez de la dévitalisation à la fin de l'ouvrage des médiations et du retour à la violence par la disparition de la zone proximale, zone intermédiaire et celle des instances collectives d'interprétation, c'est-à-dire des médiations et des agents de cette médiation. Ça a déjà été vu avec la justice digitale. Et vous écrivez donc à la fin de votre livre, nous voilà contraints à un cosmopolitisme désintermédié qui génère de nouvelles demandes de protection et donc inévitablement de nouvelles entraves aux droits. Et pour sortir de la zone de confort que vous évoquez d'ailleurs au début de votre livre, ce qui pourrait se traduire, sortir sa zone de confort aujourd'hui est la tâche pour le phénomène de reconstruction et la tâche de reconstruction à laquelle nous essayons d'œuvrer, ça serait de gagner la bataille sémantique pour redonner sens aux mots institution, droit, loi, démocratie, progrès. Progrès qui a été souvent source d'émancipation, mais qui s'est mu, on ne peut le nier avec l'économie libérale et capitaliste, au délitement du lien social. Là, on peut dire que le numérique est un facteur d'accélération du phénomène et au délitement des solidarités. Pourtant, les solidarités existent. Elles se prouvent tous les jours dans chaque corps et dans chaque lieu, dans des espaces et dans des spatialités bien concrètes, à l'exemple des maraudes qui, tous les soirs, nourrissent les sans-abri. L'enfermement dans l'hypertrophie du moi environné par tous les objets numériques invite au non-agir et à la confiance, un petit peu comme K qui encercle Mowgli pris dans les anneaux de ce serpent qui lui dit « aie confiance ». Mais les projets d'une reconstruction rappellent que connaissance rime avec agir interprétatif et distance interprétative. Alors bien sûr, la distance interprétative et la distance de nos communications est médiée par des corpus numérisés et des outils, notamment textométriques de ces corpus, et c'est une grande chance. On a affaire, pour finir sur le cosmopolitisme, à une société de mépris et d'humiliation, de la défiance qui, malgré tout, rime avec une demande de justice et de reconnaissance. Et est-il important de rappeler que demander place, c'est demander lieu, et de la place de la République au moment des nuits debout, au rond-point, ces non-lieux qui sont venus des espaces de spatialité, sans parler des zones à défense, il y a des potentialités et des citoyens qui œuvrent aujourd'hui à la réhumanisation de certains espaces et de non-lieux dont ils sont privés. À la sixième session du congrès Sémicule qui s'intitulait, et je terminerai là-dessus, Reconstruction et ses perspectives épistémologiques, je me souviens du titre de l'intervention de Jean. L'intervention de Jean Lassègue, donc, était « Tragédie de la culture et l'idée européenne du cosmopolitisme ». Et à cette occasion, tu rappelais qu'il fallait trouver un relatif équilibre en faisant de la limitation réciproque des formes symboliques le moyen de lutter contre leur tendance inhérente à l'inconditionné. Et tu prenais à cette occasion l'exemple de la technique dans sa tendance à saturer l'espace au point de vouloir l'abolir, donc, ce qui est d'ailleurs dans ce deuxième livre, pour devenir autorité suprême à l'aune de laquelle les autres formes sont évaluées. Et je dirais, pour terminer, que c'est ce type d'équilibre qu'il nous faut aujourd'hui reconstruire. Je crois que j'ai peu débordé et je vous remercie. Donc, je ne sais pas comment on doit mener le débat. François, tu
Tu nous Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, ce qui va me permettre d'abréger, et puis vous répondrez peut-être ensuite. Alors, je me demande si, en commentaire de l'intervention d'Antoine Garapon, si nous ne sommes pas devant un double sens d'evidence en anglais entre ce qui saute aux yeux et ce qui fait preuve. Et finalement, je veux dire, surtout maintenant qu'on génère aussi des fausses images à foison et qu'on en a tous en tête, par exemple la fausse arrestation de Trump, si l'ère de la post-vérité visuelle n'est pas quelque chose de tout à fait menaçant. Alors, j'avais pensé intervenir sur des questions de sémiotique assez arides, sur la question notamment de la différence entre les codes de signaux et les systèmes de symboles, mais comme j'ai abordé ça ailleurs, je préfère préciser un petit peu la terminologie. Il me semble qu'on pourrait réserver le numérique à la notion de support ou de substrat, tant du calcul que de l'affichage. Et ce qui est en débat, c'est plutôt les logiciels d'intelligence artificielle, ou en tout cas les logiciels, et le fait que les algorithmes, en raison même du principe de formalisation, se passent de toute extériorité et que leur légalité, je ne dis pas leur légitimité, je dis leur légalité est purement interne, comme on le voit avec les preuves de programme. Mais le régime de la preuve, qui est la grande question de la rhétorique judiciaire, peut être et doit être aussi extra-technique. Et donc, c'est ainsi que le nommait Aristote, hein, extra-technique, et donc soumis à une extériorité qui demande à être qualifiée et requise. Sinon, on aurait simplement comment dire, une convergence de signes, le fait que la même scène ait été prise par plusieurs témoins, ou bien qu'il y ait du texte et de l'image, etc., etc. Tout ça favorise l'objectivation, mais l'objectivation ne va jamais de soi. Elle doit être qualifiée de manière critique. Alors, au vu des développements récents de l'IA, et notamment le couplage des chatbots avec les générateurs autoréflexifs dont ChatGPT est le plus connu, on peut se demander ce qui est vertueux. Alors, on sait que les performances des réseaux à convolution qui sont mobilisés là, des réseaux connexionnistes, sont tout à fait remarquables quand elles s'appuient sur des corpus contrôlés et constitués de manière critique. En revanche, par exemple, ChatGPT 3 et 3.5 ont annoncé ma mort de différentes façons et à diverses dates, en produisant même des dizaines d'articles nécrologiques dûment référencés avec leurs liens web. Alors ici, je soulignerai volontiers la distinction entre la légalité et la légitimité. Les algorithmes ont leur propre légalité, mais ils échappent d'autant plus à la question de la légitimité que les plus puissants et les plus répandus restent protégés par le secret industriel. Et dès lors, ils ne s'autorisent que d'eux-mêmes dans une totale opacité, puisque les concepteurs même des systèmes d'IA à convolution ne peuvent en prédire les sorties. Et donc, les générateurs qui s'appuient sur des corpus inconnus et hétérogènes, dont la seule qualité est d'être massifs, c'est-à-dire de mélanger tout et n'importe quoi, y compris des fakes déjà existants sur le réseau, sur le web. Ces corpus inconnus et hétérogènes sont incontrôlables et rejoignent la catégorie de la gouvernementalité algorithmique qui est complètement incompatible avec la démocratie, comme vous le soulignez justement dans votre livre, puisqu'elle obéit
à des lois tout à fait secrètes. Et elles sont acritiques de bout en bout. Alors, je me demande si la notion, ce n'est pas une objection, si la notion de politique que vous mobilisez s'étend en fait à l'ensemble des institutions, y compris ces institutions qui ne sont pas codifiées par des lois. C'est-à-dire que vous partez de la question de la légalité, mais en fait, vous avancez vers la question de la légitimité, qui est malheureusement, ou en tout cas, se situe dans un autre monde mental. Et donc, c'est en fait la légitimité des institutions. Et là, je pense aux institutions symboliques, c'est-à-dire au sens des formes symboliques de Cassirer dans leur diversité, le langage compris, mais aussi la technique, la religion, etc., est mise en cause par des applications totalement transversales et à tout faire, puisque ChatGPT, par exemple, peut écrire des devoirs, des articles, des poèmes, des CV, du code, et dans tous ces domaines, risquer des délires totalement incontrôlables et qui échappent à toute responsabilité. Quand on lui fait remarquer, il dit « je ne suis qu'une IA ». C'est tout. Alors, il y a une sorte, derrière ça, il y a une sorte à la fois de populisme numérique qui se dessine et de conformisme radicalisé. En fait, le problème est aussi celui des effets à court terme et même déjà présents. C'est-à-dire qu'en privilégiant les approches fréquentistes, ce sont des modèles probabilistes, hein, mais ces modèles probabilistes, on le voit dans les algorithmes de recommandation, privilégient les approches les plus fréquentistes. Et donc, parce qu'ils veulent rencontrer les attentes du plus grand nombre, sauf que, par exemple, sur Internet, le tiers des contenus est diffusé par le centième des utilisateurs, parmi lesquels les complotistes les plus actifs. Et ce conformisme radicalisé affecte autant les individus que les groupes sociaux, parce que, paradoxalement, il enjoint aux individus de se mettre en conformité avec eux-mêmes, ou plutôt avec leur profil. Par exemple, les filtres beauté Instagram ou Snapchat effacent les défauts, et dès lors, les officines de chirurgie esthétique voient affluer les clients qui demandent à être mis en conformité avec leur image et craignent littéralement de perdre la face. Les dérives des réseaux sociaux vont dans le même sens, puisque la mise en conformité du groupe avec lui-même, puisque les données les données, c'est ce qu'on vous prend. Et donc, on fait le profil du groupe et on le renforce son profil jusqu'à créer de l'ontologie, c'est-à-dire de l'identité. Et ça, c'est un grand ressort du populisme, parce que par l'effet des bulles de filtre, les réseaux sociaux renforcent les préjugés les plus communs, préjugés qui se répètent assez pour devenir irréfutables et donc se figer en identité. On l'a vu avec la campagne victorieuse de Bolsonaro qui était appuyée sur des groupes WhatsApp. C'est des groupes de quelques centaines au maximum, 200 au maximum environ. Et plus banalement, il y a un effet miroir qui se diffuse dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire que les CV rédigés par l'IA sont choisis par l'IA des RH. Vous avez, par exemple, le réseau de l'ancien Institut national de la recherche pédagogique, le réseau Canopé, dit qu'il faut utiliser les générateurs comme ChatGPT pour enrichir les cours, mais ça veut dire qu'on va lui demander d'écrire les dictées.
ou du moins ce qu'il en reste. Alors, il y a un formateur, un directeur départemental qui se veut rassurant et qui dit « la médiation humaine reste nécessaire ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la médiation entre l'IA et l'IA. C'est-à-dire que l'humain devient un auxiliaire de la machine et les professeurs sont formés pour enseigner cela par l'exemple. Par exemple, alors déjà l'IA corrige des devoirs qui sont générés par l'IA, mais il y a des élèves qui sont déjà formés pour cela. Par exemple, un grand lycée parisien dispense des cours de prompt. Les prompts, c'est les questions à poser au générateur de texte. Et donc, sous le couvert de l'éducation au numérique, l'éducation par le numérique, avec toute l'idéologie sous-jacente, devient la norme. Et mystérieusement, mais de façon transparente, les enseignants et les adultes passent d'autant plus vite, qui, eux, pourraient être une source d'autorité et de légitimation, que l'on a montré que les jeunes enfants suivaient mieux les suggestions d'un système de dialogue inclus dans un terminal de type Google Home ou un robot quelconque que celle d'un adulte, parce que l'autorité du robot est évidemment supérieure et incontestable. Alors, je crois que je vais abréger puisque l'horaire a dérivé, mais j'allais dans le sens de restituer la question, non pas que du spatio-temporel. Certes, l'espace n'est perceptible, disons, n'est pas perceptible sans le temps, et nos structures cognitives, y compris la capacité d'abstraction, se sont édifiées dans l'interaction adaptative avec les structures spatio-temporelles de notre environnement. Et le numérique introduit une rupture avec ces structures spatio-temporelles et induit vraisemblablement des désorientations cognitives, ne serait-ce que parce que nous sommes, ne serait-ce qu'en raison de la disparition des objets mobiliers. Il y a d'où la différence, par exemple, entre la lecture d'un e-book et celle d'un livre. Celle de l'e-book va 20% plus vite et est mémorisée 20% en moins. Et donc, en gros, à propos de l'IA, se rencontrent trois thèmes majeurs de notre présent. La post-vérité, en ce que l'IA génère et propage des fakes, que ce soit des textes, des voix ou des images, et donc crée un monde de substitution. Les données qui constituent les données non critiques et finalement inconnues qui constituent le corpus d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce monde de substitution que l'on agit dans le monde dit réel. Et enfin, le projet transhumaniste, non pas simplement d'une fusion entre cerveau et machine, mais entre intelligence naturelle et intelligence artificielle. Donc, il est tout à fait naturel de générer un texte, de le donner et de ne pas l'avoir lu, que la prothèse soit interne ou externe. On fait de la génération, on fait même de la génération de patterns d'excitation, on fait même de la génération de paroles à partir de patterns d'excitation cérébraux. C'est-à-dire qu'on verbalise de la pensée, entre guillemets, de la pensée intérieure. Et ça va beaucoup plus loin finalement que l'idée d'implanter des électrodes dans des systèmes de type Neuralink comme celui que veut mettre au point Elon Musk. Donc, je suis d'accord sur la vertu, mais la vertu est menacée. Voilà, donc pour la discussion, c'est aux auteurs de prendre la parole comme ils le voudront
Et puis, s'il reste un petit peu de temps, on passera aux questions générales. Merci de votre attention. Merci. Bon, alors je ne sais pas si Antoine, Vas-y, Jean. D'accord. Alors, si je reviens à la première intervention, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit et les 4 points dont il a été question. Effectivement, le problème, c'est bien une spatialité qui serait garante de normativité, hein, et le fait qu'on a finalement abandonné l'espace et la géométrie comme théorie de la norme de l'espace au profit d'autres choses, au profit en fait de l'arithmétique et du calcul. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Je ferai juste une remarque peut-être sur la notion de matérialité. Parce que, effectivement, ce qui est très frappant, François l'a dit aussi, l'informatique est basée sur la différence entre hardware et software, hein. Donc, voilà, le logiciel et le matériel doivent être séparés. Il y a une portabilité du logiciel. Un même logiciel peut fonctionner sur toutes sortes de machines, bien. Mais il y a aussi un autre sens de matérialité, parce que, évidemment, l'informatique et les réseaux, c'est très gourmand en énergie. Il y a donc tout un pan aussi qui est très matériel dans l'informatique, mais pas du tout là où on le situe. C'est-à-dire qu'il y a un divorce sur l'idée de signe, hein. On sépare le sens et le caractère. Ça, disons, c'est le principe théorique de la chose. Par ailleurs, hein, il y a évidemment une matérialité tout à fait importante, et Marie-Yvonne avait bien raison de dire qu'on cherche toujours à la faire oublier. Hein. On cherche toujours à faire oublier les millions de personnes qui font marcher le réseau Internet, le nombre de câbles et de satellites que ça exige, et personne ne sait combien coûte un mail en termes d'énergie. Hein. Donc ça, il y a aussi cet aspect-là dans la matérialité. Alors sinon, je suis absolument d'accord aussi sur cette espèce de paradoxe éthique dont il a été question, hein, et ça, qui a été aussi souligné par Antoine, hein, c'est-à-dire le fait que une même entité informatique peut finalement être à la fois bonne et mauvaise selon les usages qui sont faits, et ces usages étant indéfinis, ils peuvent toujours être repris et transformés. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on est un peu en dehors de toute démarche éthique. Ça me paraît très, très important de le dire. Alors, sinon, pour aller très, très vite, je suis aussi d'accord avec Marie-Yvonne pour dire que la grande question, c'est retrouver un sens de la localité. Hein, donc ça, c'est bien quelque chose de spatial. Et c'est finalement aussi ce que disait Antoine, hein, quand il faisait remarquer que ce recoupement des vidéos, hein, permettait une localité telle qu'on pouvait retrouver des individus. Donc c'est ça qui me paraît très important. Comment réussir à articuler quelque chose qui est hors espace, hein, avec quelque chose dans l'espace? Comment on peut réussir à faire cette espèce d'articulation, essentiellement par un maillage tout à fait stupéfiant. La dernière remarque que je voudrais faire, bon, je reviendrai peut-être à d'autres choses après, c'est ce que faisait remarquer très justement François quand il distinguait la légalité de la légitimité, le fait qu'on ne peut plus confondre aujourd'hui les deux. Hein, puisque, évidemment, le fait qu'il y ait une légalité propre à l'informatique dans sa cohérence interne, hein, ne peut pas être évidemment identifié à une légitimité qui exige un ailleurs et une extériorité. Donc ça, c'est ça qui fait problème. C'est comment réussir à faire en sorte d'utiliser cet instrument de l'informatique qui a toujours une cohérence interne, mais qui est une monade, hein, sans porte ni fenêtre, comme aurait dit Leibniz, dans un monde qui, évidemment, n'est constitué que de ça. Voilà, je pourrais en dire plus, mais je laisse à Antoine le soin de prendre d'autres questions.
Oui, oui, quelques observations, parce qu'il y a des tas de choses intéressantes qui ont été dites. Oui, bien sûr, Hélène Tessier, oui, bien sûr, la légalité ne peut être que conservatrice. Elle ne peut être que conservatrice dans le sens où elle innove et elle propose des formules chaque fois différentes, mais ça ne résulte pas de l'action véritablement politique au sens où l'entendait Hannah Arendt. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui pour nous, avec Jean, a été, finalement, nous a pris beaucoup de temps, mais en tant que juriste, ça me comble, c'est extrêmement intéressant, c'est de prendre conscience à quel point la légalité des juristes, la légalité du droit était liée en réalité à l'espace et que c'était un organisateur profond du droit, et on le découvre au moment où, au bruit qu'il fait en partant, comme dirait l'autre. Et donc, il me semble que et moi, c'est ce qui me frappe, et ça ressortait des questions et de Marie-Vonne comme de vous, c'est, comment dirais-je, c'est finalement cette immense puissance enivrante de ChatGPT ou de l'expérience immersive se traduit par une augmentation de l'impuissance politique. On oublie qu'on se polarise sur les institutions et leurs valeurs de représentation, en oubliant que les institutions, c'est une scène pour agir ensemble. Et je suis très frappé en matière d'environnement aujourd'hui, par exemple, c'est que c'est une question qui est extraordinairement angoissante, c'est-à-dire que le discours, un certain discours sur l'environnement n'est pas apolitique, mais il est pré-politique. Il décrit un enjeu majeur, mais le propre de la politique, c'est comment on va faire pour agir ensemble dans cet agenda. Alors, oui, tout à fait, Marie-Vonne, sur le rôle de l'économie, on n'insiste pas assez là-dessus, c'est-à-dire que c'est un très beau livre d'Annie Lebrun là-dessus, c'est-à-dire que cette légalité numérique coupe l'expérience d'une rationalité invisible et insensible qui est celle de l'économie, qui est celle d'une nouvelle logique. Personnellement, je pense que, comme ça, comme observateur, je ne porte aucun jugement, mais je pense que la désintermédiation de la coexistence humaine que l'on constate tous les jours dans nos vies est générateur d'angoisse et de violence, bien évidemment, et qui fait que le thème de la sécurité prend la place qui est la sienne, qui est démesurée aujourd'hui. Alors, pour terminer avec ce que disait François, je dirais, ouais, j'introduirais une notion dont on n'a pas parlé ce soir, mais à laquelle je suis très sensible, qui est celle du corps. Hein. C'est-à-dire que l'unité synthétique de la personne, elle passe par un corps, elle passe par l'expérience de l'involontaire, elle passe par l'expérience de la limite, et que c'est essentiel si l'on veut réfléchir politiquement. Cette opposition entre légalité et légitimité, elle est nécessaire, et je pense qu'il y a dans les milieux juridiques, comme tous les milieux aujourd'hui, enseignants, politiques, sont obsédés, hantés par le spectre du grand remplacement, comme si on allait pouvoir tout faire à la place des juristes, des avocats, des juges, et que demain on ne pourrait coexister ensemble que par la médiation numérique. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que mon expérience de juge, c'est que le droit reste le traitement des passions humaines. Avant d'être une rationalité, il est un traitement de la passion. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est comment les grandes notions
du droit les plus profondes aussi, comme celle de responsabilité, ce que vous disiez, François. La notion de responsabilité, c'est une notion qui est extrêmement simple, dans le fond, d'imputation, de réflexivité, de redoublement, qui a à voir avec le cœur même de l'expérience et comment dirais-je, j'y vois dans le symbolique, c'est par définition un redoublement qui permet une réflexivité, donc une action sur le monde. Voilà. Eh bien, merci. Alors, comme l'heure a tourné, on peut penser que vous avez eu le dernier mot, et d'ailleurs, ce serait difficile de rajouter à votre conclusion, qui résumait parfaitement l'ensemble de la discussion. Pour éviter donc les débordements horaires, je donne rendez-vous à l'ensemble des participants au prochain séminaire qui aura lieu à la rentrée universitaire en octobre, vraisemblablement. Et bon, à cette occasion, nous ferons peut-être une discussion générale sur les objectifs et les possibilités de notre collectif pour avoir aussi une réflexion sur nos propres actions. Merci à tous, merci aux intervenants, merci aux auteurs. Tout cela sera, tout cela sera mis en ligne, bien entendu, et nous demanderons quelques extraits et bonnes feuilles pour les afficher aussi, les rendre saisissables sur le site.